Je vais m'en tenir à ce qui avait été convenu. Et puis, donc, François, peut-être que tu peux commencer avec une petite présentation. Quelques mots qui ont déjà été dits sur le livre. En fait, la mission qu'on s'est donnée, Julien et moi, mais en fait, ça a même commencé avec Frédéric Bouchard qui a vraiment initié le projet. C'est tout simple, en fait. Hein, c'est un état de la question sur le sujet, sur le thème de l'expertise, avec des regards interdisciplinaires, donc de croiser les regards des disciplines. Le CIRS donc regroupe un bon nombre de disciplines des sciences sociales et humaines. Toutes ces disciplines-là s'intéressent au phénomène social de l'expertise et on s'est dit que c'est vraiment un bon moyen là, de fédérer ces ressources-là pour produire un livre sur un sujet chaud. Donc on a histoire, sociologie, Sciences Po, communication, droit, philosophie, tout ça ensemble dans le livre. Donc des chapitres différents qui prennent des perspectives spécifiques. On est parti avec une définition de l'expertise en 3 points. Premier point, l'expert, c'est quelqu'un qui se revendique d'une supériorité de connaissances dans un domaine précis, donc la spécialisation est vraiment importante. Le deuxième, c'est l'expert se revendique de cette supériorité-là pour influencer l'action publique. Et troisième, il y a des mécanismes sociaux d'identification de cette supériorité-là. Donc, que ce soit le diplôme, mais ensuite, il y a des mécanismes plus complexes à travers les médias, par exemple, pour identifier ce qu'on appelle l'expertise citoyenne. Donc, on a fait une espèce de définition de travail de ce qu'était l'expert, et là, on a demandé à plein de contributeurs qui ont oui, on pourrait dire une expertise, mais du moins une spécialisation, pour parler de sujets précis. Le livre est séparé en 3 grandes parties. La première, il y a un peu de retour, je parle peut-être trop fort. La première, c'est de cerner donc le personnage, donc l'individualité de l'expert, avec un chapitre historique, un chapitre sur la différence avec l'intellectuel public et un chapitre exactement sur cette expertise citoyenne. Donc, très souvent, on pense à l'expert comme l'universitaire qui, après ça, veut influencer l'action publique, mais il y a aussi beaucoup de revendications que le fameux simple citoyen, absolument, ils sont jamais si simples que ça, ces personnes-là, mais que le citoyen, donc, qui n'est pas bardé de diplôme dans le sujet spécifique sur lequel il intervient, se revendique d'une supériorité de connaissances et il veut faire une contribution souvent même technique là, à des débats chauds, à des sujets socio-techniques chauds. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donc on dézoome de l'individualité et on regarde donc les structures sociales de l'expertise. Les experts sont partout et ils sont aussi, il y a différents regroupements, organisations qui structurent leurs pratiques. Donc là, je vous détaillerai pas, je peux aller très très vite sur les différents chapitres, mais en fait, on a Eric. Le premier chapitre de cette section-là, c'est sur expertise et politique publique, où en fait, le scientifique, son insertion dans les politiques publiques. Le deuxième, c'est expert et statistique. Donc l'expert est souvent le maître des nombres et doit souvent justifier l'indépendance des statistiques officielles par rapport aux politiques. Les politiques aimeraient bien que les statistiques disent que ça va bien, et, quand ils sont au pouvoir, du moins. Donc ça, c'est le deuxième chapitre par Quentin Wallet, excusez-moi, et Jean-Guy Prévost. On a un chapitre sur les think tanks, donc une façon que l'expertise est faite collective, c'est à travers les think tanks comme engin d'influence qui veut influencer les décisions publiques. Un chapitre sur l'expertise psy dans le domaine judiciaire, donc on sait qu'au tribunal, donc c'est pas simplement à travers les comités d'experts sur les politiques publiques que les experts influencent la politique, ni seulement à travers les médias, mais aussi directement dans les tribunaux par une expertise là, qui est demandée par les tribunaux. Ensuite, on a un chapitre, qu'est-ce qui me reste? C'est Internet, bien entendu, un incontournable, donc comment l'expertise est reconfigurée par l'Internet et le web participatif. Et qu'est-ce qui me manque? Julien, donc le co-directeur du volume qui a un chapitre sur les professionnels et les ordres professionnels, comment ça aussi ça structure l'expertise. Après ça, il y a des philosophes comme moi qu'il faut toujours mettre à l'écart. Donc on a fait une partie 3 sur évaluer l'expertise où on a mis tous ces philosophes. Donc on a plusieurs chapitres là. On a un chapitre de Vincent Guillen qui met en perspective historique aussi l'évaluation de l'expert en prenant Auguste Comte, puis comment il était
horripilé des comportements des scientifiques de son époque et qui disait donc les scientifiques doivent avoir, une attitude morale exemplaire. Donc comment en fait des impératifs moraux devaient structurer la science. J'ai tourné ma page, mais en fait ma page est toute blanche, donc c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Le deuxième chapitre là, est-ce qu'il y a vraiment des bases rationnelles pour déférer aux experts et quelles sont-elles? Ici c'est une contribution de Frédéric Bouchard et David Montminy. L'avant-dernier chapitre, un chapitre que j'ai coécrit avec Anthony Voisard, c'est le rôle des valeurs. Donc, on a l'espèce d'image typique, c'est l'expert doit être objectif, doit être exempt de valeurs, et ainsi de suite. En fait, il y a un rôle qui est même positif des valeurs dans le travail de l'expert, donc comment le thématiser. Et dernier chapitre, on sait que les individus sont biaisés, ils ont des biais cognitifs. Est-ce que les experts sont aussi biaisés au niveau cognitif? Donc, est-ce qu'ils font des erreurs de raisonnement? Si oui, lesquelles? Et qu'est-ce que ça devrait changer pour notre évaluation de l'expertise? Donc, vous voyez, on couvre le phénomène de l'expertise de différentes perspectives. Et voilà un état de la question qu'on a tenté de faire pour le grand public, pour les spécialistes aussi qui veulent s'informer de ce qui se passe dans les autres disciplines sur ce thème. Merci, c'est un peu long, désolé. Parfait. Et bon, mais moi, mon livre est plus court, donc je vais être plus court. Et pour garder le terme de l'expertise, bien que mon livre, au fond, soit ce que j'appelle une hyper-synthèse de l'histoire des sciences, parce qu'il s'agit d'avoir l'audace ou la témérité de présenter 5000 ans d'histoire des sciences, des débuts de l'écriture, jusqu'en 2011 avec la découverte de CRISPR-Cas9 en génétique. Et donc, on peut dire, en un sens, en relation avec l'expertise, le seul lien que je peux me permettre de faire, c'est de dire que c'est un peu un préambule ou la préhistoire du livre Experts, sciences et société, parce que ça nous permet de voir que l'omniprésence de la science dans la société est un phénomène relativement récent. Et que cette omniprésence-là est rendue tellement forte qu'effectivement, la science étant partout, on parle même de technoscience, que ça pose des questions à l'ensemble des citoyens, pas uniquement sur la sécurité des centrales nucléaires ou des tuyaux qui transportent le pétrole à 20 mètres d'une école primaire, mais aussi dans le domaine de la génétique, les tests précoces, etc. Donc, pour comprendre que l'omniprésence de la science dans la société n'a pas toujours été le cas. Et si on s'intéresse justement à avoir un tableau global de l'histoire des sciences, ben, j'ai tenté de faire cette synthèse-là en regroupant dans une périodisation, parce que l'histoire à grande échelle oblige les historiens à faire des périodes. Ces périodes-là ont toujours, bien sûr, quelque chose d'arbitraire. Elles doivent servir un intérêt. Donc, les périodes ne sont pas dans la nature. On peut parler du long 20e siècle qui arrête en 1914. On peut avoir ça. Donc, moi, quand j'ai eu à travailler sur cette question-là, je me suis dit, 128 pages, je ne peux pas me permettre de faire comme on l'a fait avec mes collègues Camille Limoges et Peter Keating, là, une vingtaine d'années, dans du scribe au savant, qui lui était des Babyloniens jusqu'à la Révolution industrielle en 400 pages. Là, j'ai 3 fois moins de pages pour 2 fois plus de temps. Donc, je me suis dit, au fond, si on réfléchit aux grands paradigmes, aux grands modes de pensée fondamentaux, on a 3 grandes périodes. Ce que j'appelle les sciences anciennes, qui couvrent au fond des origines jusqu'à environ 1500 ou 1600. Ensuite, les sciences modernes, 1500-1800, et les sciences contemporaines, donc celles justement dans lesquelles on se reconnaît. Et là, quand on fait ça à cette échelle-là, je pense que ça nous fait voir les choses de façon différente, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, 1800, c'est un tournant à plusieurs domaines, y compris sur le plan conceptuel. Par exemple, c'est à partir du début du 19e siècle que des physiciens ou des scientifiques ne sont à peu près plus capables de lire le texte fondamental de la science moderne, qui est Newton, les Principia Mathematica, parce qu'ils sont écrits dans le langage de la géométrie synthétique. Or, à la fin du 18e, toute la physique va être écrite dans le langage des équations différentielles et de l'analyse. Là, il y a un texte qui est une date importante, le texte de Lagrange, qui s'appelle Mécanique analytique, qui est publié vers 1775-1778. J'ai oublié la date exacte, ça n'a aucune importance à l'échelle des millénaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la mécanique analytique, la première phrase, on les se vante dans l'introduction, c'est de dire, le lecteur, en gros, je paraphrase, le lecteur ne trouvera dans ce livre aucun diagramme, aucun dessin. Alors que dans Newton, c'est juste ça, des cercles, des lignes, des triangles. C'est de la géométrie euclidienne. Et
on n'est plus capable de comprendre cette affaire-là. On ne fait plus de géométrie, aujourd'hui on fait des équations différentielles. Donc la coupure de 1800 a aussi un autre sens institutionnel, ça va être le développement accéléré des sciences au 19e grâce à l'invention de Humboldt, de l'université moderne, qui fait de l'université le lieu à la fois de la recherche et de l'enseignement. Alors qu'avant 1800, il y a les académies des sciences qui naissent au 17e siècle, qui se développent au 18e et qui développent, dans lesquelles on trouve justement des gens comme Lagrange, sont dans les académies, alors que les universités sont toujours dans le style médiéval. Donc, ça nous permet de voir les transformations à grande échelle, tant au niveau institutionnel, au niveau conceptuel. Et là, on découvre une chose que même moi, je dois vous dire, je n'avais jamais réalisé, ce qui montre qu'on peut réfléchir à l'importance des grandes synthèses pour nous sortir de notre domaine de spécialisation. Et j'ai réalisé qu'au fond, c'est à la fin du 19e, début 20e même, que la cohérence, que l'homogénéisation totale du monde a été faite. Alors que jusqu'au 17e, les végétaux, c'est les végétaux, les animaux, c'est les animaux, et les minéraux sont les minéraux. Au 20e, avec la théorie atomique, avec la biologie moléculaire, tout est fait d'atomes et de molécules. Pas uniquement la roche, les végétaux, les animaux et les humains. La génétique, c'est quoi? C'est de l'ADN. De l'ADN, c'est quoi? C'est des molécules. Donc, on a une vision moléculaire du monde qui ne s'est cristallisée qu'au 20e siècle. Pour le voir, il faut justement prendre une distance, regarder la planète de haut. Ça nous empêche de voir les escarpements des grandes côtes, mais ça nous permet de voir. Donc, c'est vraiment une vision synthétique à grande échelle qui nous donne ensuite, si on va aller dans le détail, bien, on peut lire la bibliographie, aller chercher si Newton a eu des problèmes avec l'Église ou avec qui que ce soit. Là, c'est au niveau beaucoup plus détaillé. Donc, dans la collection Que sais-je, le but, c'est effectivement d'offrir au lecteur néophyte une première synthèse pour l'orienter, pour qu'ensuite ils peuvent lui-même trouver dans la bibliographie s'il veut creuser la physique du 20e siècle ou celle du 17e siècle. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire dans cela. Voilà. Merci Yves. Donc c'est un livre, le livre que j'ai co-écrit s'appelle Measuring Research, What Everyone Needs to Know. Donc malgré le fait qu'il y ait un boulier sur la couverture, je ne m'intéresse pas à 500 ans de mesure de la recherche, donc c'est un phénomène qui est bien davantage contemporain, qui débute principalement au début du 20e siècle. Donc c'est un livre qui s'adresse en fait à beaucoup de gens dans la communauté scientifique. On aurait dit qu'il y avait un peu comme un trou, énormément de discours sur la mesure de la science et sur la bibliométrie en général. Des chercheurs qui discutent entre eux du facteur d'impact sans même savoir ce que ça veut dire, qui discutent du facteur H sans savoir ce que c'est mesuré, sans savoir les limites que ça inclut. Et donc, on voulait vraiment faire une synthèse qui va intéresser à la fois les experts du domaine, donc les experts de la bibliométrie, mais également un autre type d'expert qui est également un acteur dans le système, c'est-à-dire les chercheurs eux-mêmes qui, bien souvent, bien qu'ils soient experts dans leur propre domaine, ne sont pas des experts de la mesure et vont faire des applications de la bibliométrie qui sont, de notre point de vue d'experts de la bibliométrie, peut-être un peu mauvaises ou fausses. Donc, le livre débute en fait avec une série de considérations générales sur pourquoi on mesure, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur, quelles sont les sources de données, hein, parce que quand on parle de mesure, on parle de sources de données, il y en a des tonnes. En fait, on a fait la matrice pour le fun de tous les indicateurs qui existent et toutes les sources de données sur lesquelles on pouvait les compiler, puis on réalise qu'on arrive à peu près à des dizaines de milliers de différents indicateurs pour un phénomène donné, certains qui vont vous faire sortir bien, certains qui vont vous faire sortir moins bien. Donc le livre vise un peu, je dirais peut-être à fournir une certaine antidote à ce cynisme-là qui est associé aux indicateurs. Donc une série de chapitres ou de sous-chapitres en fait sur les sources de données. La majeure partie du livre discute des indicateurs, discute de leurs forces et faiblesses, donc encore là, qu'est-ce que c'est que le facteur d'impact, qu'est-ce que c'est que l'indice H, comment peut-on mesurer des phénomènes peut-être un peu plus intéressants du point de vue sociologique, comme la collaboration, d'autres phénomènes qu'on voudrait peut-être également étudier du point de vue historique. Le livre présente également, et bon, c'est un livre sur la mesure, donc vous vous doutez qu'il y a des chiffres dedans, il y a des tableaux, il y a des figures, donc une série de petits chapitres sur des mythes souvent qui sont associés à la science, comme par exemple, on sait bien la majeure partie des articles sont jamais cités, hein, ça sert à rien. Donc on a une petite section sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc évidemment, la majorité des articles sont cités. L'unsightedness qu'on appelle en anglais, c'est très peu commun. Et donc enfin, le livre conclut sur, je dirais, peut-être le futur de la mesure de la recherche. Il y a un chapitre assez important sur qui contrôle
la mesure de la science. Donc, un peu comme pour le libre accès, donc l'accès aux connaissances, aux articles eux-mêmes, ce qu'on réalise, c'est qu'à peu près toutes les plateformes de mesure de la science sont détenues par des compagnies privées qui essentiellement contrôlent l'agenda de la mesure, qui sont ceux qui vont un peu faire de certains indicateurs des standards parce qu'ils vont les mettre dans les plateformes. Et puis, ben voilà, je m'arrête là. Donc, ben merci pour les présentations. Mon mandat, moi, ce soir, c'est de poser des questions. Puis, ben, je suis pas habitué, d'habitude, je réponds à des questions. Mais là, pour résoudre mon problème, j'ai trouvé une stratégie. Toutes mes questions, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai une pour chacun. Puis vous allez tous pouvoir intervenir sur mes questions. Mais elles vont toutes être précédées d'un long préambule dans lequel je vais donner la réponse à la question avant que je la pose. Pas une stratégie. Fait que, bon, voilà. Vous aider. Peut-être. Donc, je commence avec François. Puis, je veux parler de la dichotomie entre experts et scientifiques. C'est une dichotomie qui est pas mal importante. Il y a plusieurs personnes qui insistent sur la dichotomie. Les experts sont souvent des gens qui vont, comme tu le disais dans ta définition, dans ta présentation, prétendre posséder un savoir qui n'est pas un savoir commun. Mais c'est aussi des gens qui sont visibles sur la place publique. Donc, c'est un peu des intellectuels publics aussi qu'on va considérer comme des experts. Le scientifique est beaucoup moins public. C'est quelqu'un qui travaille dans son laboratoire et qui fait des découvertes. Point. Puis, c'est une dichotomie qui est pas naïve, c'est-à-dire que elle sert très très bien les scientifiques. Il faut savoir que si on regarde les sondages d'opinion, les experts ont, règle générale, assez mauvaise réputation. J'exagère un peu, mais disons qu'ils ont une réputation beaucoup moins bonne que les scientifiques. Les scientifiques, eux, sont dans les catégories de profession là, vraiment au sommet. Et c'est grâce probablement à la dichotomie dans une certaine mesure. Puis, encore une fois, je donne un peu la réponse dans mon préambule. Moi, la dichotomie sur laquelle on insiste beaucoup, je pense que peut-être qu'on devrait un peu la déconstruire parce que mon impression, c'est que très souvent, le scientifique est considéré comme un scientifique jusqu'au jour où il se prononce sur une question qui a une dimension politique en quelque sorte qui devient... Et là, tout à coup, on le considère comme un expert. Là, c'est plus un scientifique. Et donc, à quoi tient cette dichotomie-là si elle peut être brisée aussi facilement? Mais enfin, je voudrais juste t'entendre sur la dichotomie entre experts et science, t'entendre toi puis peut-être les autres aussi, qui me semble être, encore une fois, une dichotomie qui est... il y en a plusieurs qui insistent sur son importance, l'importance de la maintenir, alors que peut-être qu'on devrait la remettre en question, en tout cas du moins. Je dirais oui en premier. Et, oui, mais ensuite, commence bien. Et ensuite, je préciserais en disant, en fait, moi, non, en fait, je répondrais non. En fait, je crois que la dichotomie est importante. Je comprends qu'elle peut jouer un rôle stratégique comme n'importe quelle dichotomie. En fait, c'est un truc que Julien et moi, on a trouvé important de dire en introduction. C'est que lorsqu'on définit expert, en fait, c'est un geste politique. Parce que l'expert en fait, c'est intéressant parce que c'est un autre geste politique avec la dichotomie. Mais nous, ce qu'on disait, c'est que lorsqu'on dit, voici la définition de l'expertise, il y a des gens qui vont se mettre sur cette définition-là et qui vont pouvoir revendiquer donc une supériorité de connaissances pour influencer la décision publique. Donc il y a vraiment un geste politique, mais à l'inverse, donc quand on définit l'expert, étant donné donc il y a d'autres catégories sociales comme le scientifique qui seraient mieux vues par la population en général, on a donc la personne qui se dit moi je veux surtout pas avoir le chapeau d'expert parce que mon identité de scientifique me plaît bien. Donc il y a bien sûr des jeux stratégiques comme ça et de la même façon donc le charlatan va essayer de se conformer aux critères d'expertise qu'on va donner parce que pour lui, s'il passe comme charlatan, c'est une catégorie qui va être très basse dans ta classification des différentes professions, si c'est une profession. Donc lui, il va vouloir être expert. Donc il y a un jeu stratégique ici. Ce que je pense, pourquoi c'est important, je pense, de faire la distinction entre expert et scientifique, c'est qu'en fait, les deux ensemble, donc du moins comment on le définit expert, bien entendu, on ne veut pas juste jouer sur les mots, mais donc quelqu'un qui a une supériorité de connaissances reconnue pour guider l'action publique, ça fait que les gens qui tombent sur cette définition-là sont ni un sous-ensemble des scientifiques. C'est deux ensembles qui se recoupent
mais qui sont pas équivalents. Donc, c'est pas un sous-ensemble des scientifiques au sens où il y a des gens qui ont une supériorité de connaissances reconnue qui influencent la décision publique, mais qui ne sont pas des scientifiques comme on les définirait, donc plus particulièrement expertise citoyenne. Donc, fermiers, on connaît les grands classiques de STS, qui ont une connaissance de terrain qui peut influencer la décision publique et qu'on devrait prendre en compte. Donc ça fait que c'est pas des scientifiques, mais prendre en compte à titre d'expert. Ben, au sens qu'ils ont une connaissance technique du terrain. Donc pas au sens ils ont peut-être pas une connaissance sur les lois générales qui gouvernent la physique ou ainsi de suite, mais qui ont une connaissance de terrain qui peut être prise en compte. Moi, je pense que, en tout cas, c'est un des arguments du bouquin avec lequel je suis confortable. Bien entendu, après ça, c'est de déterminer quand est-ce que ces revendications-là sont fondées. C'est un travail très difficile à faire, à savoir si la personne est c'est un individu charlatan ou pas. Donc, moi, je pense qu'il y a en fait il y a des gens qui sont experts, qui ne sont pas scientifiques, donc qui atteignent cette reconnaissance-là sociale sans passer par la diplomation, sans passer par la publication. Et à l'inverse, il y a des scientifiques qui cherchent nullement, soit par leur domaine, soit par leur intérêt, à influencer la décision publique. Ouais. Moi, j'ai envie de te relancer un petit peu là-dessus. Est-ce que le problème de crédibilité des experts, puis tu sais, je le disais, il y a un écart entre la réputation des scientifiques puis celle des experts, mais puis au Canada, peut-être qu'on la ressent moins qu'ailleurs, mais la crise de confiance envers les experts, elle explique en partie l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Elle explique le Brexit au Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier un ministre du Royaume-Uni qui a dit « on en a assez des experts, il faut s'en débarrasser ». Donc il y a une véritable crise de confiance envers les experts. Est-ce qu'à quelque part, cette crise de confiance n'est pas attribuable dans une certaine mesure à l'élargissement de la frontière de ce que c'est qu'un expert? Puis je trouve que la façon dont tu en parles, ça montre bien ça. Si on peut considérer qu'un agriculteur qui est pratique, n'a pas de connaissances théoriques, en quelque sorte, est un expert, ben, ça élargit beaucoup la catégorie. En tout cas, le point, c'est est-ce qu'il peut faire une contribution, pas au niveau juste de qu'est-ce qu'il pense qui est important pour la société, mais au niveau de déterminer des faits. Donc peut-être que c'est des faits singuliers et non justement ce que tu appellerais une connaissance théorique. Donc peut-être qu'on pourrait dire que c'est là la distinction. Là. Mais le point ici, c'est surtout que si on considère que sur la détermination des faits dans un débat socio-technique, ce n'est que les scientifiques qui ont le droit de citer, je pense qu'on limite, on trace la frontière de l'expertise trop serrée. Après ça, je ne vais pas faire l'histoire du champ STS ce soir, mais bien sûr, il y a eu des revendications qui disent que finalement, la frontière de l'expertise, il n'y en a juste pas. N'importe qui peut parler sur n'importe quel sujet. C'est pas du tout une position tenable. Donc, bien entendu, il y a des gens qui se spécialisent soit justement par leur pratique de terrain, soit par leur pratique scientifique dans un champ, et ils ont donc droit de citer de façon plus forte ou droit d'être écoutés de façon plus crédible sur le débat en question. Donc, dans ce sens-là, ce que je voudrais dire ici, c'est que tracer la frontière trop serrée a aussi des dangers. Donc, c'est toujours dangereux de tracer la frontière. Mais la tracer juste autour des scientifiques, je pense que c'est erroné. Je pense que Yves brûle d'intervenir. Oui, parce que la réponse à ta question, c'est que c'est un faux problème. Tout ça est un faux problème parce que jusqu'à maintenant, c'est fondé sur une confusion de deux niveaux de catégories qu'il faut toujours garder distincts. Les catégories analytiques, donc celles que soit le sociologue ou le philosophe se construit pour expliquer le monde, qui lui est là, et les catégories des acteurs. Alors, comme on est dans le domaine des sciences sociales, nos acteurs, contrairement aux objets de la physique, ils parlent. Toujours le problème, là. Les gens parlent. Et donc, ce qui compte, c'est de voir comment les catégories sont construites. Par exemple, ce qui est intéressant sur le plan sociologique, c'est pas de savoir si quelqu'un est un scientifique ou est un expert. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Par contre, je veux dire, pourquoi ce que tu as dit au début, qu'à mon avis, ça est intéressant, pourquoi le citoyen ou les individus vont dire, ah oui, ils vont dire, mettons, ah oui, lui, c'est un scientifique. Là, on va dire, pourquoi il dit ça? Alors, en toute probabilité, un peu comme tu le dis, parce que comme il est dans son laboratoire, c'est quelqu'un, donc, qui a une certaine, c'est lui qui pense ça, il y a une certaine neutralité,
il y a des méthodes, alors que l'intellectuel, justement, c'est celui qui a sa chronique dans le Devoir et qui parle de tout et de n'importe quoi. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est lui qui a été choisi par le rédacteur en chef du Devoir, donc il écrit tout ce qu'il pense sur n'importe quoi. OK? Et là, l'expert, souvent, ça va être celui qui va aller en cours, et par hasard, on va s'apercevoir qu'il y a deux scientifiques. Un est pour la compagnie de tabac, qui dit que c'est pas dangereux, puis l'autre, qui a le même sarrau blanc, il est contre la compagnie de tabac. Donc là, les gens disent, OK, ces experts-là, au fond, ils ne sont pas crédibles. Parce que, donc, la catégorie expert par l'acteur, à mon avis, va être plutôt regardée en disant, OK, il a construit en disant, est-ce qu'il intervient dans l'espace public, et est-ce qu'il sort du domaine qu'il va construire comme neutre en disant, bon, j'ai mesuré que ça donne ça, point. Mais c'est pas ça qu'ils font. Prenons l'exemple du GIEC. Si le GIEC avait juste les premiers rapports en disant, voyez-vous, on a fait la revue de littérature, 20 000 articles, ça donne ça en moyenne, et tout le monde s'entend. Mais ils font pas ça. Ils rajoutent un autre, qui, à mon humble avis, et là je juge comme citoyen et comme stratège, c'est une erreur. Et enfin un autre qui dit, ouais, mais là, il y a le réchauffement de la planète, puis il faudra faire des affaires. Ça, c'est pas de la science, ça. Ça, c'est la politique. Parce que pour n'importe quelle conclusion scientifique, il y a 1000 façons de réagir. Hein? Il y en a qui d'augmenter les taxes ou de fermer les usines. C'est pas de la science. Donc, c'est pas de savoir s'il est expert ou non. Par exemple, tout le monde sait en sociologie que justement le quack, comment il s'appelle, le charlatan, c'est une construction des médecins. C'est parce que le médecin se dit, moi je suis scientifique, toi tu es charlatan. OK? Fait que les charlatans, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est construire leur propre profession. Dans les années 50, et mon ami Julien pourra me corriger si ma mémoire m'a failli, mais j'ai encore dans ma bibliothèque un petit livre qui était d'un médecin dont j'oublie le nom, qui dénonçait les charlatans qui étaient les chiropraticiens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la salle, il y a des gens qui considèrent les chiropraticiens comme des charlatans? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Donc, c'est une construction sociale. C'est qu'ils ont réussi à se faire reconnaître, plus ou moins, je ne sais pas trop, comme profession. Puis une fois que tu es une profession, tu n'es plus un charlatan. Donc, est-ce qu'il est charlatan ou non? Chacun peut le décider. Moi, bien sûr, physicien, rationaliste, carré, il y a bien des charlatans dans les soi-disant professions pseudo-scientifiques. Mais là, c'est mon opinion. Donc, si on veut analyser, comme on le fait dans ça, STS, à ce moment-là, il faut construire correctement la catégorie et donc se chicaner si, définir l'expert, lui, il ne l'est pas, c'est une perte de temps totale. Il faut bien débattre. Moi, je ne suis pas un expert, en fait, de cette question-là, donc je vais laisser ça sur le dernier mot à Yves. Tu es scientifique dans ton laboratoire. Oui, c'est ça. Ben, je vais passer donc à ma question pour Yves, puis vous aurez l'occasion, les deux autres, d'intervenir là-dessus. Puis, soit dit en passant, une fois qu'on aura fini la ronde de questions, je vais vous donner l'occasion aussi de poser vos propres questions. Dans tes ouvrages, Yves, le facteur humain, c'est toujours très important. Je me souviens d'une fois, tu m'avais déjà dit, on ne parle pas de la science, on parle des scientifiques. Donc, le facteur humain, c'est très important. Puis ça, dire ça, c'est pas hyper original, là. Il y en a plein d'autres qui le disent. Ce que j'apprécie de ce que tu fais, c'est que très souvent, on voit... tu montres la contribution positive que le facteur humain peut avoir. Parce que très souvent, dans les milieux scientifiques, si tu dis, l'humain intervient dans... c'est comme dire que les scientifiques sont biaisés, puis c'est toujours négatif. Puis alors que toi, tu montres que très souvent, pas toujours, mais très souvent, le facteur humain est un facteur qui est positif pour l'avancement des connaissances, l'avancement de la science. Puis j'ai en tête beaucoup plus que ton livre que tu viens de publier, ce que tu as fait récemment sur Marie-Victorin. C'est un très, 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 très bel exemple de comment le facteur humain amène des gens à s'intéresser à certaines questions, puis d'une certaine façon aussi. Donc, dans ton livre sur les sciences, t'en parles un peu du facteur humain aussi. Il y a des trucs, il y a des passages sur les humeurs notamment, puis sur d'autres aspects. Mais j'aimerais ça que tu élabores un peu plus. Si tu avais, supposons, à ajouter un autre 200 pages là-dessus, là, qu'est-ce que, dans cet ouvrage-là, qu'est-ce que tu dirais qui est le gros facteur qui a permis de faire avancer vraiment les connaissances scientifiques au cours des derniers siècles? Écoute, je suis un peu surpris. mais c'est correct, voyez-vous. Ça, c'est une chose qui est importante, c'est quand on fait un livre, quel qu'il soit, ou un roman, hein, c'est vrai pour un roman, c'est vrai pour tous les textes.
un texte qui est lancé, comme il y a plein de gens qui les lisent, ils les abordent justement avec des angles de vue différents. Et donc, les auteurs ont une certaine vision de ce qu'ils veulent faire. Et lorsque le livre arrive dans le public, des fois, les gens arrivent avec des affaires, ils disent « Ah oui, t'as vu ça là-dedans, t'es pas tort. » Oui, non, mais écoute, moi, ce que je l'ai surtout lu dans dans l'ouvrage de Marie-Victorin, Ouais, encore une fois, puis là, je me dis, c'est normal, petit écart entre les deux. Oui, c'est normal, parce que ça dépend aussi de la construction, encore une fois, de la construction de l'objet. L'objet qui est construit autour des lettres biologiques, c'est de comprendre la pensée de Marie-Victorin. Donc là, on est proche de la biographie. Alors qu'ici, je suis juste une approche que, comme je l'ai dit au début, je ne l'ai pas dit ici, mais dans le début du livre, c'est une approche généalogique pour comprendre d'où nous on vient. Okay? C'est pour ça que je suis contre, ça peut exister, mais c'est inintéressant, les histoires mondiales des sciences. Ça, c'est pas une histoire mondiale des sciences, c'est une histoire généalogique de la science moderne. Et comme je dis, la science moderne, par exemple, dans la science qui nous mène, qui mène à nous, il y a la théorie des 4 éléments des Grecs. Mais il n'y a pas la théorie des 5 éléments chinois. C'est une autre théorie, ça, puis qui n'est pas sortie, puis qui n'est pas la nôtre. Ça ne dit pas que la théorie des 5 éléments n'est pas bonne, ça dit que dans la tradition qui passe de Archimède au Moyen-Âge à Roger Bacon ou à Galilée jusqu'à Newton, il y a Pythagore, mais il n'y a pas le théorème, le même théorème démontré par un Chinois ou par un Indien, qui a été démontré aussi, parce que finalement, les découvertes simultanées sont plusieurs. Donc, pour répondre à la question plus spécifique de quel est, à mon avis, le facteur le plus essentiel qui explique le décollage de la science et surtout la croissance au 19e, c'est d'abord un facteur institutionnel. J'ai oublié de dire que dans ça, il y a une originalité que je me permets de mentionner, qu'il y a 4 cartes géographiques, parce que j'analyse aussi la distribution géographique de la science dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et au 18e siècle. Et donc, on voit effectivement des mouvements géographiques qui, eux, sont déterminés purement et simplement par des considérations politico-économiques. C'est les guerres, puis ensuite, il suffit de voir en 91 ici, lorsque l'Union soviétique explose, la science russe tombe de façon radicale. On l'a mesuré justement de façon bibliométrique 25 mois avec une amie russe, et donc il y a des considérations structurelles. Donc moi, mes convictions en histoire des sciences sont des convictions structurelles, et non pas justement individuelles. Par exemple, je peux me permettre de faire référence à mon livre sur l'impossible dialogue. Tous les débats que j'ai eus, y compris avec mes collègues américains qui, on dirait qu'ils sont incapables, comme historiens, de comprendre la différence entre une approche individualiste, savoir si Newton est croyant, c'est intéressant, mais moi je trouve que ça ne sert à rien, je m'en fous. Okay? Parce que tous les savants croyaient en Dieu au XVIIe siècle, sans aucune exception, tous. Donc la question est institutionnelle. Quelle est l'institution qui contrôle la science? Quelle est l'institution qui contrôle l'Église? Donc ici, ma thèse, c'est que le décollage, c'est la création des universités médiévales. Parce que lorsqu'elles vont se multiplier au 14e et au 15e siècle, ça veut dire qu'il y en a partout. Tandis que si vous avez un prince comme sous Galilée, qui l'engage comme philosophe de la cour, si 10 ans après, il change d'avis, c'est comme le mécène. Ah, ça ne m'intéresse plus l'astronomie. Il m'a dehors. Puis il s'en va où? Nulle part. L'exemple, Tycho Brahe, dont je parle dans ça, il y a sa grosse île de Sven en Suède, si on est bonne. Le roi meurt, son fils dit, ça ne m'intéresse pas sur l'astronomie. Pauvre Tycho Brahe prend sa charrette avec ses instruments, puis se promène en Europe pendant 2 ans, cherche une job. L'empereur de Prusse dit, ah ben quand c'est bon, moi ça m'intéresse l'astronomie. Fait qu'il il arrive, puis il l'installe dans un château, puis il recommence à faire l'astronomie. Alors qu'avec la multiplication des universités, quand Galilée va à Pise et qu'il s'entend plus à Pise, il va aller à Padoue, ou il va aller à Ferrare, il va aller n'importe où. Donc, la diversification des lieux institutionnels fait que s'il y en a un qui ne s'intéresse plus à ça, ou c'est une université ferme, ça n'a pas d'importance. Même chose pour l'imprimerie, alors que si le manuscrit brûle, on est dans le trouble, avec l'imprimerie, il y a des copies un peu éparpillées. Donc, c'est des structures qui font la possibilité du décollage, du moins c'est ça qui m'intéresse le plus, les individus, on le voit d'ailleurs, c'est prouvé par les sociologues, les découvertes simultanées sont bien la preuve que si Einstein ne fait pas la relativité, qu'on appelle la relativité d'Einstein, Poincaré l'a fait sous un autre nom. Donc, pour moi, la base du développement de la science est d'abord une base institutionnelle et non pas individuelle, d'où ma surprise sur le rôle des individus, mais c'est pas une... D'abord, ça m'amène à te poser une question qui ne porte pas sur ce livre-là, mais sur l'autre. Pourquoi une biographie en fait, c'est pas une biographie, tu as publié ses lettres, mais tu as quand même une présentation puis un accent qui est mis sur une personne, un individu.
Oui, mais ça, c'est pour mon travail de... Parce que moi, j'ai 3 chapeaux. Hein. Je fais l'histoire des sciences, je fais avec Non, mais il ne faut pas qu'on mélange, là, c'est différent. Et donc, dans l'histoire des sciences Québec, la raison pour laquelle j'ai statué est simple, je vais être bref pour laisser parler les autres, c'est que Marie-Victorin, au Québec, c'est le plus grand intellectuel de l'entre-deux-guerres. Point barre. On a parlé des tonnes de Lionel Groulx, qui est un grand intellectuel, qui regarde vers le passé. Marie-Victorin était le grand intellectuel qui regardait vers l'avenir. Et ça, je veux le faire comprendre. Et je veux ramener sur la table un livre que j'avais édité sur Marie-Victorin qui s'appelait Science, culture et nation en 1996, qui était l'ensemble des textes de combat de Marie-Victorin publiés dans Le Devoir entre 1917 et 1944, qui sont les textes les plus virulents de l'histoire du Québec. Et si vous avez des doutes, lisez-le et vous me trouverez des textes de Lionel Groulx comparables, ou d'Horace Mainville ou d'Édouard Montpetit, qui est plutôt un diplomate qu'un combattant comme Marie-Victorin, qui disait toujours « Je me bats, donc je suis ». Donc, s'il n'y avait pas eu de Marie-Victorin, il n'y aurait pas eu de remplaçant, là, si je comprends bien. Toute la gang est autour. Hein? Jacques Rousseau, monsieur écologie, Pierre Dansereau, c'est tous toute la faculté des sciences de 1920 à 1940, c'est la gang de Marie-Vic qui modernise les cours, les programmes. Bon, je ne ferai pas l'histoire de Marie-Victorin ici, mais oui, c'est un des grands intellectuels du Québec. Je vais peut-être essayer de faire un lien avec les deux, parce que bon, en histoire des sciences, il y a un cas super intéressant d'amateurs, de professionnels, puis de dilettantes. Donc, autrement dit, la question de l'expertise en histoire des sciences, et particulièrement dans le cas que je mentionnais, qui est celui de l'astrophysique, c'est quand même manifesté d'une façon extrêmement intéressante, parce que dans le fond, à la fin du 19e, il y a des chercheurs qui sont des vrais, entre guillemets, selon la communauté de l'époque, des vrais scientifiques, qui ont des diplômes universitaires, et en parallèle avec eux, il y a toute une série d'amateurs, mais qui ne sont pas des gens qui regardent les étoiles et qui trouvent ça beau, qui ont une démarche tout à fait scientifique, relativement rigoureuse, qui ont contribué à l'avancement des connaissances, mais qui n'ont pas encore les diplômes, parce qu'encore là, l'institutionnalisation est en train d'arriver dans le système universitaire. Donc, ce que je vais citer ici, c'est un peu l'aspect dynamique de l'expertise. Donc, dans la vie même d'un chercheur, tu peux passer de dilettante à amateur et enfin à professionnel. Et là, évidemment, donc on peut évoluer dans tout ça. Un complément court sur ça, puis c'est très intéressant parce qu'il y a un livre ici qui est édité par, j'oublie le nom, mais qui est la traduction d'un texte extraordinaire de Dewey en 1907, dont le titre en anglais était The PhD Octopus, dont la bonne traduction, à mon avis, quand on voit le PhD Octopus, c'est la pieuvre du PhD, quand on lit le texte. Il est traduit en français, par des Français, la poulpe du PhD. C'est une connerie, parce que c'est la pieuvre, si vous le lisez, c'est des tentacules. Pourquoi Dewey, le grand psychologue du 20e siècle et grand philosophe, c'est qu'en 1907, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est lié à l'expertise, que les profs d'université, maintenant, on leur demande d'avoir fait un doctorat. Il dit, c'est absurde. Il dit, un prof d'université, c'est quelqu'un qui a de la culture, et quand je fais une lettre de référence en disant, oui, c'est mon ancien diplômé, il est cultivé, il est capable d'être enseignant, il décrit les caractéristiques de l'habitus du prof d'universitaire tel qu'il connaît depuis toujours, et il se révolte que maintenant il faille l'étampe du PhD. Rutherford n'a pas de PhD. Rutherford, il a un billet d'Angleterre, puis après ça, il a fait de la recherche, il a fait des publications. Donc, c'est au 20e siècle que l'estampille de dire, ah, il faut un PhD. Sinon, c'est pas bon. C'est tellement vrai qu'il y a un grand physicien américain, dont j'oublie le nom, mais j'ai écrit un chapitre là-dessus dans Parlons Science, qui était l'expert en charge du programme de fusion magnétique aux États-Unis, un gros programme. Il avait gagné le prix Maxwell en physique. C'est un grand physicien. Les gens découvrent dans les années 90 par hasard que dans son CV, il n'y avait pas de doctorat. Gros scandale, le puritanisme américain, de quoi est-ce qu'il a menti, il a oublié de dire qu'il n'y avait pas de doctorat. Donc il avait effectivement laissé flou sur ça en disant, je m'en fous, l'important c'est ce que j'ai fait. Puis les gens disent, ben oui, t'es bon. Et donc il est obligé de démissionner, alors que ce gars-là c'est un grand physicien, parce que il n'y avait pas de PhD, puis il n'avait pas dit tout haut qu'il n'y avait pas de PhD, alors qu'on connaît des exemples encore de nos jours, où si vous lisez les CV, c'est écrit « a fait des études doctorales », ce qui veut dire qu'elle n'a pas fini le doctorat. Mais les gens pensent qu'elle a un doctorat. Donc ça, c'est de la manipulation linguistique. Puis ça montre que cette idée d'expertise, aujourd'hui, elle est estampillée à l'université par le PhD. Mais Dewey n'a pas de PhD, Rutherford n'a pas de PhD, il n'y a aucun grand physicien avant le 20e siècle. Presque, là, il y en a qui l'ont fait en Allemagne, en Chine au milieu du 19e, mais ce n'est pas la norme d'embauche des universitaires. Et c'est vrai encore un peu de nos jours, parce qu'on vient d'embaucher à l'Université de Montréal comme professeur invité en Sciences Po, l'ancien ministre Molker, je pense qu'il a un bac en droit. Donc, même aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Mais ça, c'est pas le département de Sciences Po?
Je ne peux pas parler de ça. François, as-tu quelque chose à ajouter? Donc, en fait, pour rebondir peut-être sur l'idée de l'individualité en sciences, puis plus un volet plus institutionnel. Donc, en fait, moi, je suis un philosophe et moi, j'aime poser les questions, j'aime pas trop donner les réponses. Donc, en fait, je peux peut-être... Donc, Yves, qu'est-ce que tu dirais donc sur le rôle des changements institutionnels, donc dans les habitus ou sur donc l'identité du savant qui a donc ensuite, à travers un changement identitaire, qu'est-ce que ça veut dire d'être un scientifique, un savant, a donc ensuite un impact sur le développement des sciences. Donc ce ne serait pas une individualité au sens de l'individu qui change tout, Non. donc le génie, C'est cette habitude institutionnelle, justement, c'est la différence entre... D'où le livre qu'on avait appelé Du scribe au savant. Le savant est bon quelqu'un... Mais ensuite, au 20e siècle, si on faisait la suite, on parlerait du chercheur-entrepreneur. Aujourd'hui, le chercheur est un entrepreneur, surtout dans le domaine biomédical. Donc ça veut dire que même sa conception de la science, apprise par un champ scientifique qui est transformé par l'économie, lui-même, la nouvelle génération de guillemets qui entre à l'université, n'a pas la même perception de ce que c'est faire de la recherche et n'a pas les mêmes relations avec l'industrie privée que la génération des années 60. C'est pas que les autres étaient mieux, mais ils étaient dans une structure socio-économique assez différente. Donc, effectivement, cet individu-là est le produit d'une trajectoire sociale qui incorpore une certaine conception de ce que c'est la science, et c'est cette conception-là qui change de façon importante, tout comme la conception de l'université change. Parce que la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut justement penser que des gens qui étaient visibles dans le monde médiatique doivent être embauchés comme professeurs, c'est parce que l'université se conçoit aussi en termes de communication, non plus simplement en termes du savant qui a le plus de postdocs, qui a le plus de publications. D'un côté, on dit ça, mais de l'autre, on veut du marketing. Un exemple, j'ai été surpris de lire dans l'affaire universitaire que, c'est pas une critique, c'est une observation, qu'à l'Université du Québec à Hull, ils ont embauché, il y avait un poste ouvert en géographie, ils ont embauché un prof qui est doc en géographie, il n'y a pas de problème, mais qui s'adonne être aussi le joueur de guitare des Cowboys fringants. Et donc, dans l'entrevue, un des profs qui était sur le comité, ou je ne sais pas qui, le directeur, il dit, oui, puis il dit, il a au moins la naïveté de dire ce qu'il pense. Il dit, oui, c'est vrai que dans l'embauche, ça joue un rôle parce qu'on pense que ça va nous apporter aussi des étudiants. C'est ça la transformation d'espace socio-économique qui transforme la perception de l'université, la perception de ce que le prof doit faire. Si un jour le prof doit danser de la claquette, ben on lui fera danser de la claquette. C'est lié aux deux rôles de l'université aussi, qui est enseignement et recherche. Donc l'université doit aller chercher des étudiants, puis c'est un des angles qui explique l'embauche et à l'UDM. Absolument, tout à fait. Disons que très souvent, dans une conception plus traditionnelle de l'université, on embauchait ou on recrutait pour former des chercheurs. Mais plusieurs de nos étudiants ne veulent pas devenir chercheurs, veulent faire autre chose dans la vie. Et donc, souvent, les chercheurs ne sont pas forcément les meilleures personnes pour leur enseigner. C'est dans ce sens-là que souvent, on élargit un peu la notion de ce que c'est qu'un professeur. C'est ça. Fait que là, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des conférenciers invités qui viennent compléter ce que le professeur, effectivement, comme tu dis, n'a pas l'expertise de donner. Mais c'est intéressant parce qu'on n'est pas éloigné de notre domaine, c'est la question de l'expertise. Ça pose ces questions. Et le professeur d'université, quand tu dis effectivement que le scientifique est très élevé, ça c'est très important parce qu'on a tendance à dire qu'il y a un déclin d'intérêt ou de confiance en la science. C'est faux. Depuis 30 ans, 35 ans, la courbe, à hasard, j'ai regardé le chiffre la semaine dernière, elle est rigoureusement droite à 80%, alors que celle des journalistes est en bas et celle des politiciens est en bas. Et ce qui est intéressant, c'est depuis 2008, celle des économistes a chuté radicalement aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le sondage de la NSF, là, je fais pas de blague. Il a chuté. On se demande pourquoi. Parce qu'on les considère comme des experts. Oui, puis qui sont trompés solides. Donc, je passe à ma question pour Vincent. Moi, en fait, je veux juste avoir ton avis sur ce qui me semble être un paradoxe, en tout cas qui m'est apparu assez clair à la lecture de ton ouvrage. Tu le disais tout à l'heure dans ta présentation, l'idée là est un peu de démystifier une mesure. Une série de mesures. Une série de mesures. Exactement. Le score d'impact, le H-index, ces trucs-là. Et tu le fais très bien d'ailleurs. Et ça peut apparaître un peu étonnant
qu'on doive faire ça maintenant parce que c'est utilisé beaucoup, ces mesures-là, dans le monde de la science, des sciences naturelles tout particulièrement, pour évaluer la recherche, les chercheurs, les institutions. Donc, c'est une mesure qui est importante dans notre vie universitaire, en tout cas, du moins dans certaines disciplines. Et ce qui est paradoxal, c'est que les disciplines dans lesquelles c'est important, c'est souvent des disciplines qui, normalement, trouvent que la mesure, c'est fondamental. Pour un scientifique, normalement, la mesure, c'est absolument important. J'ai entendu des gens dire qu'on devrait mettre plus de temps à simplement se consacrer à comprendre la mesure, à développer des meilleures mesures. Donc, plutôt que d'essayer de juste de trouver des relations causales, de simplement faire des meilleures observations. Or, ils n'ont aucun scrupule à utiliser des mesures qu'ils connaissent peu et qui ont des effets pervers, comme aussi tu l'expliques bien dans le bouquin. Donc, je voulais juste avoir ta réaction là-dessus. J'aurais peut-être une autre question après. Il y a plusieurs éléments dans tout ça, mais évidemment, il y en a un premier, c'est que quand tu parles, mettons, de scientifiques, par exemple, il faut oublier que la science, c'est une activité sociale. Donc, ce que l'on a, c'est pas des mesures, c'est des indicateurs d'un concept. Aux yeux de beaucoup de chercheurs qui vont disons, utiliser ces indicateurs-là, mais de leur point de vue, c'est des mesures, ils vont voir ça comme étant la réalité directement plutôt qu'une indication d'une réalité d'un concept comme l'impact, par exemple, qui peut se mesurer de plein de façons. En général, on mesure via des citations. Donc, il n'y a peut-être pas cette distance-là qui existe et non pas, je dirais, l'expertise associée à s'étudier comme groupe social, s'étudier de façon sociologique comme un groupe social. Évidemment, on peut dire que les chercheurs sont occupés. Et là, moi, quand je parle, par exemple, des limites du facteur d'impact à des chercheurs eux-mêmes, ils me disent, mais là, moi, comment je fais pour évaluer les 100 CV qu'on me donne à évaluer aux IRSC? Je dis, moi, j'ai besoin d'une méthode. Fait que toute l'inflation des publications qui fait en sorte que, mettons, il y a 30 ans, quand on était sur un comité, peut-être qu'un chercheur avait seulement évalué 30 dossiers, qui chacun avait peut-être 10 articles, et donc peut-être qu'il y avait des chercheurs qui allaient lire les articles. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va lire ces articles-là, parce que justement, il y en a trop, et donc ils se basent sur des indicateurs qu'ils connaissent mal, mais ils se font confiance entre eux que c'est des indicateurs qui sont appropriés, puis il y a comme une genre de légitimité par l'usage. Puis là, je reviens encore là aux plateformes qui existent, qui poussent ces indicateurs-là au sein des plateformes. Vous allez sur Google Scholar, vous allez voir le H-Index, et donc vous dites, ben, si Google le fournit, je le prends, parce que dans plein d'autres aspects de nos vies, quand Amazon nous suggère tel livre, on va le voir pareil, parce qu'on fait confiance que ce qui nous est poussé a une certaine légitimité, donc les gens n'ont pas nécessairement l'approche critique qui est nécessaire. Évidemment, tout le monde a les compétences scientifiques pour comprendre ces indicateurs-là, ils sont extrêmement simples, mais je pense qu'il y a comme une sorte de... Il y a une je dirais pas une surenchère, mais les chercheurs n'ont pas nécessairement le temps et c'est pas leur expertise d'aller voir ça. Puis le livre, j'espère, réussit à démystifier ça d'une façon assez simple. Et là, je vois mon Yves qui brûle d'en ajouter, non? Pas du tout, ça sera d'accord. C'est mon ancien étudiant. Il m'a dit quoi dire? Une table ronde, j'ai bien formé, je peux parler tout seul. Ancien étudiant, es-tu d'accord que le facteur humain, c'est pas très important? Non, mais t'as pas parlé, t'as fait un super bel article sur pourquoi c'est intéressant des biographies. Tout le monde pense que t'es anti-biographie, mais c'est... Mais non, exactement, donc c'est une biographie sociale. J'ai oublié cet article-là. Moi, je l'ai j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup, c'est dans la revue sur le français, ça s'appelle « Pour une biographie sociologique ». Non, mais c'est vrai que ces facteurs... Moi, je suis maintenant vice-doyen aux affaires professorales. Donc, des dossiers, j'en ai beaucoup, puis qui viennent de plusieurs disciplines. Ce serait tellement fantastique si on avait une mesure, on a juste regardé, puis... Donc, c'est sûr que le côté pratique nous rend peut-être un peu paresseux. Ah ouais. Il y a un volume, le poids des évaluations sur les épaules du chercheur en ce moment est absolument immense. Si on dit oui à chaque évaluation qu'on nous demande, on ne fait que des évaluations. Que ce soit des évaluations gratuites, des évaluations de l'aide de recommandation, des lettres de recommandation. Mais tu as terminé ta présentation tout à l'heure en disant, puis tu n'as pas élaboré là-dessus, j'aimerais peut-être que tu élabores en disant, bon, ben, tu sais, ces indicateurs-là appartiennent à des firmes privées. Les facteurs d'impact, c'est Thomson, Google, donc est-ce que, puis là c'est peut-être le vice-doyen justement qui pose la question, est-ce que dans un contexte comme celui-là, on peut avoir espoir qu'un jour il y aura
un indicateur qui va nous permettre de manière relativement valide de poser un jugement sur des dossiers. Ben, c'est-à-dire que oui, il y a des indicateurs qui sont valides, mais on ne peut pas les utiliser tout seul. Donc, il y a tout un contexte qu'il faut prendre. Puis, le sweet spot en bon français pour la bibliométrie, c'est pas des chercheurs. L'évaluation par les pairs existe pour ça. La bibliométrie est utile à l'échelle des groupes de recherche, des pays. Si on veut évaluer l'Université de Montréal, hey, je veux évaluer l'Université de Montréal, tu as besoin de combien de pairs? Des milliers. Ça se fait pas. Donc, il est là. Et c'est là l'unité d'analyse. C'est l'Université de Montréal, c'est le CIRST à la limite qui est un regroupement de chercheurs. Maintenant, par rapport au contrôle privé, on travaille beaucoup en ce moment. Donc, j'ai parlé d'Open Access, mais on a créé une nouvelle initiative qui est l'initiative pour les citations ouvertes, qui va se transformer en une initiative pour les métadonnées ouvertes. Donc, que l'ensemble des métadonnées des articles soient effectivement ouvertes pour qu'on puisse miner, en fait, en bon français, là. Comment on dit ça en anglais? Je vais le garder en français, miner. Forer. Ah, merci. Donc, puis créer collectivement, en fait, nos bases de données, ce qui va améliorer, en fait, la couverture. Parce qu'en ce moment, une firme privée va dire, moi, je vais couvrir la science internationale, parce que c'est ça que je peux vendre à travers le monde. Les données québécoises, on s'en fout. Les données françaises, on s'en fout. Donc, avec ces initiatives-là, on peut essayer de améliorer, en fait. Donc, c'est pas un indicateur pour les gérer tous, mais améliorer le spectre d'indicateurs qu'on a. Effectivement, parce que la firme privée a un intérêt qui est différent de celui de l'université. Totalement. Donc, on peut penser que ça induit un certain biais. Puis ça a amené un contrôle de la part d'une firme que je nommerai pas, qui s'appelle Elsevier, total sur le système de diffusion des connaissances. Donc, Elsevier est là, vous lisez des manuscrits, c'est Elsevier. Elsevier est là quand vous soumettez vos manuscrits. Elsevier est là pour vous évaluer parce que c'est leur base de données qu'on utilise. Puis après ça, ils vendent aux universités un système de gestion de la recherche et des octrois. Donc, intégration verticale totale, ce qui fait en sorte que la firme contrôle tout. Donc, ça amènerait un commentaire au vice-doyen, qui pourra lui le dire au doyen, qui lui, j'espère qu'il dira au recteur, qu'effectivement, étant donné l'importance de positions administratives comme celle-là, ça demande une réflexivité beaucoup plus grande que de sauter sur la mesure qui est là. Je vais donner un petit exemple qui est récent, qui est très intéressant sur le plan sociologique, extraordinaire, qui est de même nature que Elsevier, mais plus curieux. C'est que Nature s'est aperçu que tout le monde veut publier dans Nature, puis qui est une compagnie privée, il faut rappeler. Puis qui a fusionné avec Springer. Springer Nature. Et donc maintenant, Nature a créé son propre index, l'index Nature. Et là, les naïfs disent « Ah, j'ai l'index Nature, je monte-tu dans l'index Nature? Il faut que je monte dans l'index Nature. » Bien sûr, pour monter dans l'index Nature, il faut publier une revue de Nature. Or, l'index Nature est fondé sur à peu près 56 ou 62 revues. Alors qu'au moins, le facteur d'impact moyen, disons qu'on le prend dans Thomson Reuters, mais tu as 2-3 000 revues. Fait que là, tu dis, il y a un indice synthétique, soi-disant, sur 56 revues, qui sont les revues Nature, qui veut remplacer des indices critiqués pour d'autres raisons, mais qui au moins sont fondés sur 2-3 000 revues. Mais les gens ne réfléchissent pas à qu'est-ce qu'il y a dans cette mesure-là. Ça veut dire qu'il faudrait que tu publies uniquement là, mais ils ne connaissent pas la fonction sociale de Nature. C'est pas la même que Physical Review. Comme Physical Review Letter, c'est pas la même revue. Donc, il faut justement refuser, comme les compagnies, il y a des universités américaines de Floride, c'est vraiment bonne, qui ont acheté ça. Puis là, les scientifiques se reviennent en disant, écoutez, c'est une roue qui tourne et qui se mange, parce que tu m'évalues là-dedans, tu vas forcer tes profs à publier là, puis lui, il est mort de rire. C'est lui qui fait l'argent, c'est pas toi. Donc, ça demande une distance critique qui est très, très, très difficile à avoir, que nous, on se bat depuis 15 ans, parce qu'on est ensemble aussi quand même à l'Observatoire des sciences et des technologies, qui est une distance critique pour réfléchir aux effets pervers des indicateurs, et surtout pour parler au niveau des gens qui cherchent de magic bullet, comme nous dit l'expression là. Y a-t-il une mesure pour plaire? Or, si tu veux savoir si un prof est bon, tu prends le CV, tu prends les experts, parce qu'il y a un cirque, c'est que si il te faut un chiffre pour évaluer le prof, c'est que c'est pas ton domaine, donc tu ne devras pas l'évaluer. Si c'est ton domaine, puis tu connais ça, tu n'as pas besoin du chiffre pour l'évaluer. C'est le syllogisme qui, à mon avis, résout le problème des indicateurs utilisés par les doyens. C'est qu'ils devraient laisser les pairs, des physiciens évaluer des physiciens, puis eux autres, c'est pas long. Ils n'ont pas besoin de facteurs d'impact. Ils disent, OK, c'est Physical Review, je connais. C'est Il Nuovo Cimento, je connais. Parce que c'est son domaine. Juste brièvement donner une fausse note, pas pour défendre mon fils doyen, là, mais ce qu'on a vu récemment, c'est que... Il est à l'Université de Montréal. c'est ça, évidemment. C'est que dans certains pays où il y a un haut niveau de, en anglais on dit chronism,
Donc, autrement dit, j'engage mon cousin puis ma tante. Népotisme. Népotisme, exactement. Donc, les indicateurs permettent, il y a beaucoup de chercheurs dans certains pays qui disaient, nous, là, l'évaluation par les pairs, c'est beau, mais on en a eu assez au cours des dernières années. On veut des indicateurs pour effectivement rendre un peu plus objectif à certains égards. Mais c'est pas la solution, c'est qu'elle doit s'en servir avec jugement. En 2012, on a fait un rapport du Conseil canadien des académies qui s'appelait justement comme ça, des indicateurs et du jugement. Or, les indicateurs, maintenant, on les a. Ce qui manque, c'est le jugement. Donc, on pourra en parler longuement, mais puis je veux te rassurer aussi sur une chose. blague. Ben, absolument, absolument. Mais je veux te rassurer sur une chose. Tu le disais, les institutions sont importantes et tu as tout à fait raison. On a une convention collective à l'Université de Montréal qui dit que lors de l'évaluation d'un dossier, la qualité doit primer sur la quantité. Donc, les indicateurs à eux seuls ne peuvent pas suffire. Puis pour évaluer la qualité, évidemment, si je dois évaluer un dossier d'un physicien, c'est pas moi qui vais le faire, je vais me fier sur l'évaluation qu'en font les physiciens. Ça pose d'autres problèmes. Je parlais du népotisme, là. Moi, je connais pas la communauté de physiciens, donc je me fie sur d'autres physiciens qui ont probablement des conflits d'intérêts avec bien du monde pour poser un jugement sur des physiciens. Fait que c'est pas, il n'y a rien de parfait. Oui, d'accord. Alors, l'évaluation par les pairs, c'est comme la démocratie sur Churchill. Hein? C'est le moins pire parmi tous les Voilà, systèmes. absolument, absolument, absolument.